Bonjour à tous, vous faites bien de nous rester fidèles. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la culture du maïs. Vous le savez certainement, le maïs est beaucoup consommé par nos populations, mais également pour l'élevage. Vu la forte demande du maïs, une structure de la place a donc décidé de cultiver autrement le maïs. Vous voulez en savoir davantage, ne décrochez surtout pas. On y va avec le reportage et on se retrouve juste après. Faire de la maïsculture un levier additionnel de la croissance macroéconomique de la Côte d'Ivoire, tel est le leitmotiv du visionnaire président de la FEMACI, Onzi Eugène. Après le passage de l'équipe de production de l'émission Brave Paysan, où il avait lancé sa noble vision par le décapage d'une parcelle abandonnée de plusieurs hectares, la dynamique de mécanisation amorcée avec soin sous sa houlette est de plus en plus accentuée à toutes les étapes de la production du maïs de la FEMACI. Il y a de cela quelques mois, jusqu'au mois d'octobre dernier, 2021, nous avons eu une série d'activités ici. C'est-à-dire, nous avons eu un programme de décapage. C'est-à-dire, ce sont des bulldozers qui ont exporté tout le couvert végétal. Il fallait faire un pseudo-labour, c'est-à-dire un faux labour. Voilà. Deuxième opération, il a fallu faire un labour. Le labour consiste effectivement à pouvoir renverser la terre, autrement dit le couvert végétal, de manière à ce que ça soit enfoui. Et une fois ce labour est terminé, il y a une autre opération qui vient, qui est le pulvérisage. Le pulvérisage, c'est un outil à 12 à 24 disques. Son rôle, c'est de pouvoir concasser les mottes de terre. Une fois c'est terminé, maintenant il faut préparer le lit de semences. Le lit de semences, il faut un herçage. Parce que quand le maïs va descendre, il faut qu'il ait, disons, une terre meuble et que les graines puissent passer à travers, n'est-ce pas, le sillon des sabots. Et c'est cette succession d'opérations qui arrive au finish par le semis. Le semis est une étape importante, voyez-vous. C'est ce qui va conditionner le revenu. Donc il faut avoir une densité à l'hectare, une population de pieds à l'hectare. Donc nous sommes pratiquement à 75 000 pieds ici. Alors ici, nous avons pratiquement des espacements sur ligne de 20 cm. Entre deux lignes, nous avons, disons, 75 cm. C'est du maïs de type hybride que nous sommes en train de semer. Pourquoi des hybrides? Parce que nous voulons, disons, raisonner en termes de quantité et puis aussi de qualité. Donc, en d'autres termes, en termes de productivité, pour une meilleure compétitivité et une meilleure rentabilité. Bon, donc, c'est un module de 500 hectares que nous avons eu l'honneur de recevoir M. le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, d'ici le 21 septembre 2021, qui est venu lancer officiellement, n'est-ce pas, ce vaste programme d'intensification de la maïsculture en Côte d'Ivoire. La phase cruciale de sélection de la semence et de semis qui garantirait une productivité abondante nous est expliquée par l'un des techniciens agricoles qui en assure la mise en œuvre. Le semis se prépare dans la machine, le réservoir. On met de l'engrais, 5 sacs d'engrais par hectare, 3 sacs de NPK et 2 sacs d'urée. On met 4 hectares de semences de maïs dans le réservoir. Et quand la machine s'en va, commence à épandre l'engrais, en même temps sème les grains de maïs. Et les écartements par ligne, 80 cm entre les interlignes, et sur les lignes, 20 cm, chaque grain tombe à chaque 20 cm. Et là, ça donne une bonne densité. On suit la machine. Lorsqu'il y a des grains qui sont au dehors, pour éviter que les oiseaux viennent ramasser, on ferme à la main. Avant-gardiste, la FEMACI prônant l'agriculture autrement ne ménage aucun effort pour assurer une bonne optimisation de sa récolte. Elle s'appuie sur des nouvelles technologies écologiques modernes, d'épandage ou pompage de l'engrais, des insecticides avec un opérateur privé de drones et aussi la certification des traitements phytosanitaires par une multinationale de renom. Donc l'apport qu'on a auprès de la FEMACI essentiellement, c'est toute la partie de l'itinéraire technique. L'itinéraire technique qui commence déjà par la fourniture des semences. Donc on a fourni des semences de haut rendement,
des hybrides à travers notre partenariat avec la Massid qui a fourni les semences, les Mastrop. Et ensuite, on les accompagne sur l'itinéraire technique et sur la partie protection de la plante. Protection de la plante, c'est-à-dire protéger la plante contre tous les nuisibles et toutes les attaques qui peuvent empêcher la plante de prendre le plein potentiel des nutriments qui sont dans le sol. Donc, on a commencé par enlever les mauvaises herbes. Donc, vous avez vu le terrain. Ça fait 1 mois qu'on a fait l'application des herbicides de qualité et il n'y a aucun enherbement. Le maïs est seul sur le sol et il ne souffre d'aucune compétition dans l'accès aux nutriments qui sont dans le sol. Donc, on a utilisé des herbicides de très bonne qualité. Ça, c'est le premier élément qu'on leur apporte. Et ensuite, le deuxième apport principal, c'est pour lutter contre la chenille légionnaire. Vous savez, la chenille légionnaire, c'est le principal fléau aujourd'hui dans le maïs, dans toute la sous-région. Eh bien, vous regardez les plants, on a appliqué des produits spécifiques à la chenille légionnaire dont nous avons seul la recette. Et vous voyez, les résultats sont là, palpants. Aucune attaque. Dans le cadre de notre collaboration avec la FEMACI, on a été sollicité pour notre expertise afin de traiter les plants de maïs qui sont attaqués par des chenilles avec un traitement donc phytosanitaire, avec un traitement à l'herbicide. Le drone est donc capable d'apporter plus de précision et de répartir non seulement la charge à l'hectare qu'il faut utiliser pour faire le traitement dans un premier temps, mais représente aussi une réelle économie sur l'eau et aussi sur l'aspect financier de l'exercice de traitement. Bien que dévoués au travail et bénéficiant de moyens de production plus appropriés, les techniciens de l'exploitation sont soumis à maintes difficultés de plusieurs ordres. Le travail de préparation des sols ne s'est pas fait assez vite. Actuellement, la pluie, nous sommes liés à, comment on appelle ça, aux intempéries, notamment la pluie. Quand il pleut, on ne peut plus travailler. Parce que vous constatez avec moi qu'il n'y a pas d'abri autour du site, donc nous sommes livrés à nous-mêmes sous la pluie. Et ça, c'est un fait. La deuxième chose, si les pluies s'arrêtent, on ne pourra plus s'aimer. Donc ça va devenir un véritable problème. Nous sommes actuellement 20 personnes qui travaillent de façon manuelle, en dehors de moi, sur le site. 20 personnes, c'est insignifiant. Ces ambitieux programmes d'exploitation de 500 hectares, 3 fois en cycle de rotation irrigué l'année, sur le site du village de Gogokro, à Yamoussoukro, est une aubaine d'emploi pour les jeunes du village et aussi un moteur de développement économique agricole de la région du Bélier, qui est encouragé tant par le village que par l'autorité régionale du ministère de l'Agriculture. Nous sommes à une étape cruciale, disons, du développement du projet. Avec la météo, nous sommes pratiquement au mois d'octobre. Et selon l'historique, n'est-ce pas, de la pluviométrie dans la région, il n'est pas évident qu'on ait vraiment une précipitation ou des précipitations sur tout le mois d'octobre, voire novembre. Ça veut dire que le semis a été réalisé pratiquement avec beaucoup de retard le 19 août. Donc le problème d'irrigation se pose. Comment avoir vraiment des sources d'eau pour pouvoir vraiment irriguer pour qu'au moment du développement, enfin de la phase critique de développement de la plante, telle que la formation des épis, on ait de l'eau de manière à ce qu'on ait gain de cause par rapport à notre investissement. C'est un crédit que nous avons pris. Alors, vous voyez derrière moi, ce plan d'eau, vraiment, qui est le bandament, qui ne tarit pas 12 mois sur 12, avec cette quantité d'eau, dire effectivement qu'on est au bord de l'eau, qu'on a soif et qu'on ne peut pas vraiment irriguer, faute de financement. Autrement dit, pour faire des investissements conséquents, vraiment, ça sera aberrant. C'est pourquoi j'interpelle effectivement d'abord la banque, mais aussi d'autres acteurs à pouvoir nous accompagner sur ce segment pour qu'on puisse trouver des réponses durables à cette problématique de l'eau. C'est un projet qui doit amener le développement. Et le développement, c'est à travers les jeunes, les femmes, à travers le crédit agricole. Et nous sommes en train de réfléchir, pour ne pas dire des réflexions étaient déjà faites dans ce sens. Dans un avenir très proche, toutes ces situations seront planifiées. Et effectivement, quand on reviendra encore ici, ce n'est pas nous qui allons parler, mais c'est vous qui allez donner les résultats. Nous demandons à l'État de venir nous aider. Sans l'argent, on ne peut pas travailler. Ça, c'est un grand projet. Monsieur Nzi seul ne peut pas travailler. Donc nous demandons au président de la République de venir nous aider. Nous demandons au ministre Adjumani de nous aider pour que la jeunesse puisse travailler. Présent en visite d'affaires dans ce village lors de notre tournage, un digne fils de la diaspora découvre là, pour eux, des opportunités à saisir. Ce genre de projet nous donne également une possibilité de se rapprocher des opérateurs économiques comme M. Nzi pour justement apporter notre contribution
parce que nous cherchons également des secteurs d'activité où nous pouvons investir. Et donc, avec M. Nzi, avec un tel projet, surtout le projet maïs, et le contexte international nous favorise cela, puisqu'on parle de la crise en Ukraine avec le volet alimentaire. Juste en 90 jours, on peut justement produire du maïs. Vaste chantier de production autrement du maïs, cela n'aurait pu se réaliser si la FEMACI n'avait pas eu la caution d'un prêt par une institution bancaire citoyenne de référence de la place. Ils sont donc sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement de la plantation en vue de mieux orienter les différentes autres étapes d'investissement de l'exploitation. La Banque populaire a des solutions dans divers secteurs d'activité, d'où le monde agricole. Et c'est dans cette logique-là que nous avons été approchés par FEMACI, qui est la Fédération des maïsiculteurs de Côte d'Ivoire, dirigée par le président Nzi, pour voir dans quelle mesure nous pourrons les aider à réaliser une très grande première en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire financer une fêtière pour la création de près de 1500 hectares de maïs. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du résultat que nous voyons aujourd'hui. Voilà déjà un premier bloc de 100 hectares. Aujourd'hui, FEMACI a vraiment l'un des meilleurs bons de commande pour nourrir des engagements, surtout pour approvisionner une usine qui vient de créer, même au niveau de la zone industrielle, et qui a un besoin de près de 10 000 tonnes. Et nous donnons les moyens financiers à la FEMACI pour qu'elle valorise effectivement tout l'espace qu'elle a pour la création et l'approvisionnement effectivement en matières premières pour que cette usine soit régulièrement fonctionnelle. Un détour dans un village, Bezro, où la FEMACI construit un magasin de stockage du maïs, a permis de savoir encore l'accord des villageois avec la FEMACI. Dans le temps, dans les années 80 et quelques, le président Houphouët-Boigny avait envoyé le projet Dijam. On avait produit du maïs ici, près de 600 hectares. Nous, vraiment, on a la nostalgie de ce projet, parce que ce projet a permis de maintenir la jeunesse au village. Et le chef du village, en accord avec le président du foncier et le village, on a accepté de donner toutes nos terres pour faire du maïs, pour nourrir les Ivoiriens. Le challenge et les avantages étant énormes pour l'économie ivoirienne, il rappelle les enjeux. Bon, en termes de quantité ici, nous sommes pratiquement sur 500 hectares. Ça fait 5000 tonnes que nous allons produire ici à raison de 10 tonnes à l'hectare. Si effectivement le maïs est acheté, disons, à raison de 160 francs, nous avons pratiquement 800 millions qu'on va faire rentrer dans les caisses. 2, il faut pouvoir assurer l'employabilité de nos enfants, de nos jeunes. Nous pensons qu'en 90 jours, 100 jours, il y a de l'argent qu'on peut mettre dans la poche. Mais pourquoi nos enfants peuvent accepter d'aller mourir, n'est-ce pas, dans la mer, en pensant que l'Eldorado, c'est de l'autre côté? Nous disons non. Toutes les conditions sont réunies en Côte d'Ivoire. Le besoin estimé aujourd'hui, nous avons un marché qui se chiffre à 10 millions de tonnes, s'il vous plaît. Et l'offre, malheureusement, n'est que 1 500 000 tonnes, la production nationale. Nous, en tant que, disons, acteurs de terrain, coopératives ou fédérations, structures privées, nous pouvons jouer notre partition à la création de richesses de notre pays. Parce que là, c'est l'alimentation des hommes, l'alimentation des foyers d'élevage et l'alimentation de l'agro-industrie. Et avec cette pléthore de dérivés, 3500 dérivés, s'il vous plaît. Donc le maïs, c'est vraiment un trésor, une richesse inouïe. Notre rêve, c'est de pouvoir participer à une hauteur significative de 3, 4, pourquoi pas 5% demain, et même davantage plus, n'est-ce pas, à la formation du produit intérieur brut de notre pays. C'est important. C'est par une invite à voir très bientôt les premiers épis de maïs de la FEMACI que nous avons quitté cette exploitation moderne de la maïsculture. Soro Guessidou est un jeune cotonculteur. Pour la campagne 2022, il essaie avec un maigre espoir de sauver sa culture. En effet, ce dynamique brave paysan fait face à un mystérieux ravageur qui détruit peu à peu son champ. Depuis un ka koron dan fo kana se ɲina l'air ɲɔgɔsi l'air
Comme notre ami Soro, plusieurs producteurs dans le bassin cotonnier sont dans le tourment. Ils sont unanimes. La culture du coton est sérieusement menacée et plusieurs parmi eux envisagent d'abandonner cette culture. Face à cette situation difficile que traversent ces populations qui ne vivent que de la culture du coton, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'Intercoton, le CNRA et le Conseil du coton et de l'Anarcade, ont organisé une vaste campagne sur tout le bassin cotonnier, 32 localités, afin de trouver des solutions à cette grande menace. Notre équipe a pu les suivre dans les localités telles que Napié, Bondougou, Mankono, Korogo, Ferkessédougou, Odiéné, Botro. Le contenu de cette campagne, qui s'est tenue du 26 au 30 septembre 2022, s'articule autour de 3 axes. 1. Attaque sévère et persistante des jacides. Constat, cause et manifestation des attaques des jacides. 2. Recommandations pour la gestion des attaques sévères des jacides. 3. Évaluation de l'ampleur des dégâts et recueil des avis des producteurs pour sauver la campagne et préparer les campagnes à venir. Dans toutes les localités visitées, les chercheurs du CNRA ont expliqué aux producteurs venus nombreux les causes de cette mystérieuse maladie du coton. Les jacides, poux du cotonnier, petite sauterelle, gordianon, gor cabarigué en sénoufo, coroni tété, coroni tongassa, coroni vrivri en dioula, sont des citadelles de couleur verte vivant à la face inférieure des feuilles. Elles sont allongées et de petite taille, environ 3 mm de long. Au repos, les ailes des adultes sont en forme de toit sur le corps. Présence de 3 espèces. Amraschia bigutula, dominant à 95%. Jacobiasca libica. Jacobiella facialis. Apparition soudaine et surabondante de nouvelles espèces sur le cotonnier. Réinfestation rapide des champs à partir des champs voisins et des parcelles maraîchères. Par leur piqûre, les jacides injectent une salive toxique qui entraîne l'enroulement des feuilles vers le bas. Cela entraîne le jaunissement puis le rougissement à partir de la bordure. Lorsque les attaques sont sévères, la croissance est freinée. Le cotonnier se rabougrit et cela peut provoquer la chute, shedding, des boutons floraux et des capsules. Les jacides sont responsables de la virescence florale appelée maladie du cotonnier mâle ou maladie du cotonnier stérile par les producteurs. Pour y remédier, des recommandations ont été faites. Grâce aux efforts des chercheurs du CNRA, des produits efficaces sont disponibles pour lutter contre les jacides. Alors, les producteurs doivent se procurer les produits efficaces contre les jacides auprès de la société cotonnière de leur zone, réaliser des traitements à intervalles de 7 jours, réduire la vitesse de marche pour que le cotonnier soit bien mouillé pendant le traitement, utiliser la buse insecticide pour les traitements, réaliser des traitements groupés par village ou par bloc de culture pour diminuer les risques de réinfestation. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons lutter cette campagne en éliminant un grand nombre de la population de ces insectes-là afin de préparer la campagne de l'année prochaine. Mais en même temps leur dire que pour la campagne à venir, nous avons testé d'autres produits dont nous attendons encore l'homologation qui va leur permettre de pouvoir lutter très efficacement encore contre ces insectes-là. Surpris par cette situation, les producteurs ont manifesté le souhait d'être assistés par l'État de Côte d'Ivoire afin de tenir cette période difficile. La doléance que nous posons ici, c'est de vraiment demander à l'État de prendre en charge les crédits des facteurs de production de cette année parce que les producteurs qui sont allés travailler au champ ne pourront pas rembourser les crédits, ça c'est un. Nous avons des enfants que nous devons scolariser. Mais la campagne étant échouée, nous avons des producteurs qui ne vont même pas récolter un seul kilo. Comment est-ce que ces familles-là vont vivre? Comment est-ce que ces enfants-là vont aller à l'école? Donc pour nous, nous demandons pardon, c'est un cri de cœur. Nous voulons le secours et le soutien de l'État face à cette situation des ravageurs. Malgré ce désastre, les producteurs très expérimentés lancent un appel aux jeunes afin de continuer le traitement de leurs champs. J'ai fait 27 hectares de coton.
27 hectares de coton, mais tous ces 27 là, aujourd'hui là, il y a seulement que 9 où je dois continuer peut-être à traiter. J'appelle tout le monde vraiment à s'investir, à accepter de faire le coton comme il se doit. Parce que sans le coton, le nord là n'est pas là. Le corps préfectoral associé à ces missions de sensibilisation a également plaidé pour une solution rapide. Les producteurs sont partis rassurés par les solutions proposées par le CNRA pour sauver la campagne et celle qui vient. Oui, la solution, du point de vue scientifique, est trouvée pour traiter les champs. En ce qui concerne les autres mesures d'accompagnement, je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a toujours accordé un intérêt particulier au secteur agricole, en temps opportun, lorsqu'il aura les rapports de tous les chercheurs et les rapports des missions, trouvera les solutions idoines pour soulager nos populations. Les émissaires du MEMINADER ont promis faire le point exact de leur mission au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Représentant le directeur général du Conseil du coton et de l'ANARCAD, Dr Ouattara-Niri Maria a transmis la compassion du DG et également demandé aux producteurs de respecter strictement les recommandations du CNRA. Le message du directeur général, c'est que l'ensemble des acteurs, les producteurs surtout, s'approprient les recommandations qui ont été faites par notre Centre national de recherche agronomique, le CNRA, qu'ils appliquent ces recommandations dans leur plantation de coton cette année. Et aussi, de nouvelles propositions ont été faites pour la prochaine campagne. Une solution a été presque trouvée à la situation et que les producteurs appliquent ces recommandations-là dans les champs de coton. Pour le directeur exécutif de l'Intercoton, malgré les circonstances difficiles depuis le début de cette campagne cotonnière 2022, l'espoir demeure. Déjà pour cette campagne, tout n'est pas perdu. Et nous sommes dans la période capsulaire et il est important que les recommandations données de traiter le coton actuellement avec les nouvelles molécules, que cette méthode-là soit appliquée. Déjà pour sauver la campagne. Et pour la campagne prochaine, les nouveaux produits seront mis sur le marché et les producteurs pourront faire le coton sans difficulté. Le président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, Soro Yakouba, se dit rassuré après cette campagne de sensibilisation où des solutions ont été proposées pour sauver la culture du coton. On avait déjà vraiment limité un nombre de producteurs, mais tu vois, ils sont débordés parce que c'est une question qui les tient au cœur. Vraiment, je pense qu'avec l'explication, le programme de CNRA, moi je suis rassuré, je suis satisfait. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je peux dormir tranquille. Je me suis dit que le problème, l'État de Côte d'Ivoire nous a aidés avec le CNRA. Je pense qu'on peut trouver des solutions pour les maladies. C'est pour ça que j'ai encouragé tous les producteurs de coton de leur dire de faire coton à l'année prochaine. Pour soutenir, encourager et rassurer les producteurs, le PCA de l'Intercoton, Soro Moussa, a tenu à se rendre sur le terrain avec les chercheurs du CNRA. Nous avons constaté aussi dans nos champs et nos parents producteurs nous ont appelés. Donc on a décidé de venir dans le champ. Mais vraiment, nous sommes dans le champ, nous sommes vraiment découragés. Nous sommes vraiment découragés, mais c'est notre travail. Alors le découragement ne peut pas résoudre le problème. Bon, ce que je lance aux producteurs, on n'a pas autre métier si ce n'est pas la culture du coton. Et c'est une volonté de Dieu. Et nous, on les appelle à toujours s'encourager à faire le coton, de ne pas se décourager. Il a également remercié tous les partenaires qui se mobilisent à trouver des solutions pour le bonheur des producteurs de coton. Je vais commencer à remercier d'abord le ministère d'État et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Conseil coton ANACAD, ainsi que la Procote et la Fédération et le CNRA qui se sont engagés vraiment à nous aider, à nous accompagner dans le problème qui nous a eu sur le terrain. C'est de leur dire vraiment merci et surtout ne pas oublier l'État de Côte d'Ivoire, à sa tête le président Alassane, lui dire merci alors, de tout ce qu'il fait pour nous en tant que producteurs. Il faut rappeler que, outre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Mali et le Togo sont également touchés par ce phénomène. C'est fini pour aujourd'hui, mais avant, permettez-moi de féliciter cette structure qui redonne le sourire à nos populations.
J'encourage davantage de structures à investir dans l'agriculture, dans l'agritourisme, dans l'élevage. Vive nos braves paysans et braves paysannes pour que vive une agriculture davantage prospère. Que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire. Bye bye.